L'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, petit archipel à quelques milles de la province canadienne de Terre-Neuve, est singulièrement riche et tourmentée. Des populations paléo-esquimaudes, amérindiennes et béotuques sont présentes dans ces îles dès 3000 avant Jésus-Christ pour en disparaître complètement au XIXe siècle. Les Européens, quant à eux, viennent y établir à partir du XVIe siècle des bases pour la pêche à la baleine et à la morue. La découverte officielle de Saint-Pierre-et-Miquelon revient au navigateur portugais José Alvarez Fagundes en 1520. Néanmoins, le Portugal s'en désintéresse assez vite. La dénomination « île de Saint-Pierre » fait son apparition sur les cartes marines en 1530. Jacques Cartier, navigateur malouin, en prend possession 6 ans plus tard, au nom de François Ier. La ville de Saint-Pierre est fondée en 1604. Elle est placée sous l'administration de Plaisance à Terre-Neuve. Mais le territoire demeure très convoité par les Anglais qui en reprennent le contrôle à plusieurs reprises. Saint-Pierre restant par ailleurs une cible privilégiée pour les pirates. C'est au terme de multiples sursauts de l'histoire que les îles passent, pour de bon, sous la souveraineté de la France en 1816. Toute une ville, cœur à l'encre, roches grisées, port qui s'échancre, graves perlés de rêverie, témoins du temps des pêcheries. Mature au bras de mes jetés, tribord à mur, vie crochetée, chant de gabier sur les haubans, ciré caplé sur les grands bancs. Je m'appelle Ronan Mahé, je suis Saint-Pierrais et fier de l'être. Mes arrière-grands-parents, Aaron et Énor Mahé, sont venus s'installer ici en 1816. Jamais par la suite, leurs descendants n'en repartiront. Le souvenir de ces balades en compagnie de grand-mère Francessa et de la cousine Élise me remplit d'émotion. On fait le tour, les enfants? Oui, oui, mamie. Souvent, c'est vers le Cap à Henri que nous allions. Un site merveilleux et cher à mon cœur. Je me trouve aujourd'hui à un tournant de ma vie. C'est la raison qui me pousse à écrire un mémoire sur l'histoire de ma famille et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, devenu notre berceau. Mon récit commence il y a tout juste 100 ans. Les Anglais viennent de rétrocéder nos îles à la France. L'Angleterre restitue les îles Saint-Pierre-et-Miquelon à la France avec le deuxième traité de Paris. Et à Saint-Malo, à cette époque-là, le temps des corsaires est révolu. Il n'y a plus ni la course ni la traite qui sont interdites. Et près de 20 000 marins bretons n'ont plus d'embarquement. Et la perspective de l'expédition aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon les enthousiasme beaucoup. Ils ont envie de partir parce que les armateurs déjà reprennent la pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Ils sont prêts à repartir. Le 22 avril 1816, les bateaux sont dans le port de Saint-Servant et il y a là la flûte royale, la Revanche, qui est prête à appareiller pour les îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont nommé le commandant Bourillon, chargé d'administrer la nouvelle colonie. Il emmène 2 de ses enfants, un curé, un gendarme, 3 chirurgiens et des militaires. Et il y a aussi, évidemment, des marins qui ont été engagés déjà par les armateurs. Aaron a 30 ans. Il est marin-pêcheur à Saint-Malo. Par le passé, il est allé à la morue à Saint-Pierre. Du coup, il n'a pas de difficulté à se faire engager par un armateur. Énor, elle, a 25 ans. Elle est ramondeuse de filets et trouvera du travail sur place. C'est ainsi que le 22 avril 1816, mes aïeux se retrouvent parmi une foule en partance pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les gens que l'on va voir partir de Saint-Malo pour Saint-Pierre en 1816 sont en majorité des gens qui ont déjà habité ou Saint-Pierre, ou l'Acadie, ou l'île Royale, ou leurs enfants et leurs descendants. C'est eux qui forment la majorité. Alors bien sûr, il y a des Malouins, mais en général, ce sont les enfants de ces familles, parce que ces familles ont été installées en réfugiés dans la région malouine, et donc leurs enfants sont malouins, mais
En fait, ils sont de cœur Saint-Pierre. Cette expédition va au-delà d'une simple aventure. Hénor, Aran et les gens de leurs conditions s'en vont pour ce bout de France, de l'autre côté de l'Atlantique, bien déterminés à y bâtir un avenir, à y fonder une famille. Lorsque la flûte royale La Revanche, la bien nommée, lâche les amarres, un souffle d'allégresse envahit le navire. C'est l'euphorie de cette revanche enfin prise sur l'anglais. Partir un jour, femme et marmot, gerçure au cœur sans dire un mot, et l'océan pour tout témoin d'un inconnu lourd de salin. Quelques semaines de mer plus tard, mes arrière-grands-parents aperçoivent à la sortie d'un lent brouillard des rochers heurtés par les flots. Terre, terre, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon. La terre promise est enfin là. Mais une vilaine surprise les attend. Le Barachois est jonché de membrures de bateaux saccagés. L'effroi est général. L'angoisse grandit encore à la vision du bourg où presque toutes les maisons ont été elles aussi détruites. Qu'en est-il alors de celle où mes arrière-grands-parents doivent s'installer ? Allez, courage, Hénor. T'as tenu 3 semaines sur ce maudit rafio, tu vas pas t'arrêter à une lieue de notre maison. Regarde ce qu'ils ont fait de notre maison, ces salauds d'anglais. Mais Aran, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? T'inquiète, ma douce. Je vais t'en bâtir une belle de maison. L'état de l'archipel, lorsque les futurs habitants de Saint-Pierre sont arrivés, vous connaissez Attila. Là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Bien, il ne s'agit pas d'Attila, mais des uniformes rouges des Anglais, qui étaient passés et qui avaient tout détruit, tout brûlé. Ça faisait 20 ans que c'était inoccupé. Il n'y avait plus rien. Et en fait, dans cet archipel, on a fait comme on l'avait fait dans d'autres endroits. À l'époque, c'était comme ça. Comme une entreprise de colonisation, c'est-à-dire que les bateaux qui amènent les futurs Saint-Pierrais amènent aussi des fournitures pour commencer à construire, parce qu'il n'y a pas forcément ce qu'il faut sur place, des madriers, des planches, des ardoises, que sais-je encore, de la nourriture aussi, parce que quand ces gens-là, ils sont environ 650, vont arriver dans l'archipel, sur 8 bateaux différents, ils vont commencer à pêcher, puisque souvent c'est leur profession, mais les premiers mois vont être très très durs, et en fait il va falloir à peu près 3 ou 4 ans pour qu'ils puissent vivre d'eux-mêmes avec les ressources qu'ils ont sur l'archipel. Le 22 juin 1816 a lieu l'échange des actes de rétrocession officielle des îles Saint-Pierre et Miquelon, entre le britannique Couklet et le français Bourillon. Dès lors, on peut hisser le pavillon blond de Louis XVIII et tirer une salve de 21 coups de canon. Ça y est, c'est à nous ce caillou-là. On va être bien ici, moi, Aran. Quelques maisons dans le brouillard s'amusent à Colin-Maillard, n'en déplaise à tous ces Anglais qui croyaient avoir tout brûlé. Aran et Hénor possèdent désormais leur maison. Hénor a mis au monde un petit Julien. C'est le premier Mahé à naître sur l'archipel.
Mais, hélas. Tiens, Aaron, c'est bizarre. Julien, il s'est pas réveillé pour cet été. Va voir. Chez les Mahé, les malheurs continuent. La sœur de Aaron, venue rejoindre la famille, décède peu après son arrivée à Saint-Pierre. Aaron et Enor prennent Catherine, l'enfant de la défunte, sous leur aile protectrice. Dis Tata, quand est-ce que maman va arrêter de grandir? Quand tu seras adulte, Catherine. Et quand je vais être adulte? Quand tu vas arrêter de grandir. Ils sont 600 ou 650 à leur arrivée. 15 ans plus tard, ils sont près du double. Et 15 ans plus tard, il y a déjà 25 goélettes qui sont basées à Saint-Pierre, qui leur appartiennent. Donc, si le démarrage a été difficile, après, ils ont vraiment montré qu'ils étaient là comme des pionniers, qu'ils entendaient bien faire leur place. L'administration locale doit faire rentrer de l'argent dans les caisses. L'un des moyens choisis est de taxer les débitants de boissons. Cela met en rage le bouillon Frank Stoa, le patron du bar de l'Ancre. Non mais regardez-moi ce qu'ils nous ont encore pondu. Je dois payer pour travailler maintenant. Qu'est-ce que tu racontes, Frank Stoa? Fais voir. Mais mon Dieu, c'est vrai? Mais c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, Jeannette. Je suis encore au lit. Là. Bon. Le démoralise pas. Tiens, un petit coup. Voilà, ça va te remonter le moral. Et nous remis une tournée ici. Ici, on a un dicton. Frank Stoa en colère, cuite dans l'air. Jusque-là, l'autorisation de débiter des boissons était gratuite, bien que soumise à la permission écrite du commandant. Plus tard, seront créés d'autres droits de licence, comme ceux sur les cabarets, et d'autres taxes, comme celles sur les chiens. Voilà, ça va être maintenant. Hop, il en faut là. Ici. Le patron, Ça y est, il est cuit. Dans cette période qui va de 1816, leur arrivée, jusque vers 1830-1840, les gens qui sont là sont des gens qui, pour la plupart, se connaissent déjà. La plupart ont vécu les mêmes aventures, ont vécu les mêmes difficultés, qu'ils soient basques, ou qu'ils soient bretons ou normands, ils se connaissent. S'ils ne se connaissent pas eux directement, ils connaissent des cousins qui connaissent des cousins. Ils affrontent les mêmes difficultés, ils affrontent les mêmes brumes, parce qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, si j'ai bien compris, c'est le beau temps quand il fait du brouillard, si j'ose dire. Et à mon avis, il n'y a pas eu de conflit entre eux, tout au moins c'est le sentiment que j'ai. Sur ce que je connais d'eux avant qu'ils soient là, il n'y avait pas de conflit. On va aller voir un autre endroit. Toute une vie, le cœur à l'encre, roche grisée, port qui s'échancre, grave perlé de rêverie, témoin du temps des pêcheries. Bien des années plus tard, un autre Mahé vient au monde. Il s'agit de ma grand-mère Francesa. Ah, ben c'est maintenant que tu nous l'amènes, ta chouigneuse. Ah, s'il te plaît, faudrait que tu montres un peu plus de respect envers ma descendance, hein. Ouais, Frank Stoa, elle est mignonne comme tout. Oh, vraie Saint-Pierraise. Fais pas ta tête de hareng.
C'est vrai que vous avez mis le temps. Elle est plutôt réussie, la petite. Jolie comme une morue au clair de lune. Oh, je te préviens, si tu te fais la tête de la petite, on vient plus dans ton bar, hein. Mais je blague. Allez, pour me faire pardonner, c'est ma tournée. Dans des circonstances comme celle-là, mon arrière-grand-père et Frank Stoa finissent toujours par s'entendre. Il est amoureux. Alors, Moi, un amour. voilà. Il est amoureux, hein. Oh. Voilà. Nos îles sont hélas le théâtre d'innombrables naufrages. Aran et Enor, qui ont le goût du spectacle, les réinventent lors d'inoubliables veillées. Poussée par un grand vent de sud-est, une goélette à hunier chargée de lourdes cargaisons faisait route depuis la France par une dure et longue traversée de l'Atlantique. Au milieu de la nuit, à l'approche des côtes de Saint-Pierre, un grondement a déchiré les tympans, fait frissonner les passagers et l'équipage. Une vague gigantesque s'abat sur le bateau. L'embarcation est tout à coup balancée, tel un pantin contre les rochers. Le choc est effroyable. La goélette est carrément brisée en deux. Presque tous sont précipités à la mer. Seulement 6 hommes, pétrifiés et salement amochés, cramponnés à une vergue, restent, comme par miracle, encore sur le pont de la partie demeurée à flot. Ils assistent impuissants à la vision d'horreur de leurs compagnons aspirés par les fonds. Tous ces gens qui disparaissaient étaient les proches des habitants et plongeaient les îles dans un désarroi énorme. Et quelque part, la mort est au centre de la vie à Saint-Pierre. Les marins étaient braves et ils étaient c'était des héros ordinaires. À cet instant précis, un des matelots bug. Bateau droit devant. Bateau droit devant. Un espoir fou renaît dans le cœur de ces 6 hommes, car c'est bien une étrave qu'on voit pointer dans la brume. Et lorsque la forme se précise à leur regard et qu'elle croise des articulés à quelques mètres, les malheureux découvrent, ahuris, qu'il s'agit de l'autre partie de leur propre goélette qui revient vers eux. Le capitaine et les autres n'ont d'autre ressource que de sauter à la mer pour atteindre un morceau d'épave brisé qui flotte à quelque distance. C'est grâce à l'énergie désespérée qui les habite que tous les 6 parviennent au bout de terribles efforts à rejoindre ce radeau improvisé. Le lendemain, 18 cadavres viendront s'échouer sur la grève, ainsi qu'une partie de la dérisoire cargaison de la goélette. Le cimetière de Saint-Pierre étant trop petit, les autorités responsables décident de les inhumer en mer. Celle-là même qui les avait déjà engloutis une première fois. Mes arcs-boutés sur le limon, fier du beaupré à l'artimon, regard tourné vers le lointain, morue pêchée pour tout butin. La population est très catholique et très pratiquante. L'Église est dans toutes les manifestations, l'Église est toujours intervenue. Les TDA se succèdent avec beaucoup d'enthousiasme, quelles que soient les tendances. Aran, le pionnier des Mahé, s'éteint à 74 ans. La perte de ce personnage hors du commun est particulièrement douloureuse pour la famille. Son exemple restera un modèle pour ses enfants et petits-enfants. Chère Francesca, un océan nous sépare, mais ça ne m'empêche pas de penser souvent à toi
à la tante Énore et à l'oncle Aran, qui selon ta dernière lettre ne va pas bien. J'ai toujours J'ai admiré toujours l'oncle, admiré l'oncle qui a montré tellement de force et de courage, comme lorsqu'il a quitté, avec Énore, Saint-Malo pour Saint-Pierre, et qu'ils ont ensuite bravé toutes les difficultés qui les attendaient là-bas. Mes filles vont bien, je te remercie. Elles sont passionnées de harpe et vont bientôt jouer pour une vente de charité. Je te joins des dessins qu'elles ont faits pour ton anniversaire. Elles sont toujours aussi vives et joyeuses. Ce sont mes petits rayons de soleil. Je l'adore. Miam, 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 miam. On est en train de boire. La vie à Saint-Malo reste difficile. Les gens ne trouvent pas de travail. La pêche va mal. Heureusement, moi j'ai ma goélette. Je me débrouille et j'arrive à nourrir la famille avec le fruit de ma pêche. Un jour bien, un jour mal. J'espère venir chez vous. On ira à la morue ensemble. Bien le bonjour à tout le monde. L'oncle Joseph. Goutte des mois, vie de chalin, coule la vie sur les filins, à fleur de mer, à fleur de peau, fleur de pensée vers Saint-Malo. Il n'y a plus qu'une grande activité à Saint-Malo, qui les rapproche d'ailleurs, qui rapproche Saint-Malo des Saint-Pierre, c'est la pêche à la morue. Saint-Malo a tendance à revenir sur son passé, parce que le passé était plus beau que le présent. C'est une évolution très différente de celle de Saint-Pierre, qui, elle, se tourne alors à fond vers la pêche et les activités qui en dépendent. Et tout ça donne à l'archipel de Saint-Pierre une activité considérable, parce qu'il faut entretenir les navires, il faut faire sécher la morue, il faut fournir à manger et à boire. Donc tout un tas d'activités se développent autour de la pêche à la morue et font vivre bien des quantités d'artisans, des forgerons, des menuisiers, des charpentiers, des fabricants de biscuits de marine, etc. Ce qui fait que, bien sûr, ce n'est pas à la même échelle que la ville de Saint-Malo, mais si on compare l'évolution des deux, on a dans un cas une ville, Saint-Malo, qui se tourne vers son passé, alors que Saint-Pierre, ça marche vers l'avenir. Au vu des remous militaires et politiques en Amérique, on organise une milice à Saint-Pierre. Les hommes valides, de 16 à 60 ans, doivent se tenir prêts à assurer la défense de la colonie. Seuls les hommes formant la section de pompiers sont exemptés de ce service. Dieu merci, le pire n'arrivera pas. Les accidents de l'existence, les maladies, les naufrages, laissent trop d'orphelins dans la misère. Un ouvroir recueille ses enfants et leur évite le pire. Toutefois, les méthodes de l'établissement soulèvent des contestations. Dans un but d'aider tous ces enfants, notamment les jeunes filles, on a créé ce qu'ils ont appelé un ouvroir, qui était tenu par des religieuses, où les enfants, les petites jeunes filles, étaient pratiquement enfermées, d'ailleurs, dans cet établissement. Et derrière leurs vitres grillagées, elles tiraient l'aiguille toute la journée, sous le regard sévère d'une religieuse absolument redoutable. Les travaux des enfants, qui étaient de très jolies broderies, qui ont quelquefois qui ont eu des prix à l'exposition coloniale en France, étaient vendus aux familles aisées, et c'était au bénéfice de cet ouvroir. Selon grand-mère Francesa, l'événement le plus extraordinaire est celui de l'arrivée du télégraphe. Des esprits audacieux ont permis l'exploit de relier ancien et nouveau monde par un câble sous-marin immergé dans l'Atlantique. Deux vapeurs, le Chiltern et le Great Eastern, en opèrent la pose. La ligne est inaugurée par un message à l'adresse de l'empereur Napoléon III.
L'arrivée du bateau-câble, du premier bateau-câble, a été un événement assez spectaculaire. Les gens venaient de toute l'île pour voir ce bateau qui a transporté un câble qui faisait 4000 km de long. C'était une espèce de cordon ombilical qui reliait pour la première fois Saint-Pierre à la France. Ça nous a sortis de notre isolement en partie. Un nouveau tambour de ville fait son apparition dans les rues de Saint-Pierre. Il s'agit de Michel Laffitte, qui fait le bonheur des enfants et transmet tant bien que mal des informations à la population. À la population, Saint-Pierrais, Saint-Pierraises, soyons fiers. Le port de Saint-Pierre est devenu le premier port de pêche français. Toute une ville, le cœur à l'encre, roche grisée, port qui s'échancre, grave perlé de rêverie, témoin du temps des pêcheries. Rends-moi ça, s'agrippant. Avis à la population. Le commandant Crène fait savoir. La déchéance de l'Empire est proclamée. Vive la République aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Les Saint-Pierrais sont des Français. Mais ils se veulent Saint-Pierrais. Et la preuve qu'ils se veulent Saint-Pierrais, c'est la façon dont ils ont constamment voulu revenir sur place. La France, c'est quand même elle qui fournit les relations épistolières, c'est elle qui fournit la nourriture quand on en manque. Mais on a pris l'habitude de vivre sans elle. Bon, il y a un gouverneur, on fait avec. Il y a des liaisons, bien sûr, obligatoires avec la mère patrie. Je ne suis pas sûr que les événements français aient toujours un grand rôle ou une grande répercussion sur les événements saint-pierrais. Ce sera un peu moins vrai à la fin du siècle et au début du siècle suivant. Mais tant qu'ils sont là, qu'ils développent leur marine, qu'ils développent leur pêche, c'est quand même bien la volonté des Saint-Pierrais eux-mêmes de se développer. Parmi les grands drames de Saint-Pierre, il y a eu de gros incendies. Une première fois, il y a eu 15 maisons, une autre fois 150 maisons qui détruisaient à peu près les 2/3 de la partie habitée de l'île. Et parce que les maisons à partir du port et la rue principale étaient en bois serrées les unes contre les autres, avec un revêtement qu'on appelle des clabords, et qui est particulièrement inflammable. Le 21 novembre, les forces de terre et de mer de Saint-Pierre sont mobilisées pour contraindre les propriétaires qui seraient passés outre un arrêté imposant de démonter les clabords de leur maison. L'administrateur Crène, en novembre 1870, a décidé d'appliquer son arrêté et il a fait arracher sur une partie des maisons les clabords qui avaient été posés. Il a provoqué une sorte de mini-révolution. Et évidemment, les Saint-Pierrais, qui ne sont pas des gens très dociles, n'ont pas voulu accepter les directives de l'administration. Il y a eu des bagarres, des manifestations terribles, des emprisonnements. Et ça s'est appelé la journée des clabords. Avis à la population. Eu égard à l'arrêté du 2 février 1871, il est dit que, à raison de l'état de guerre, tout travestissement, toute mascarade, tout bal public seront interdits durant le carnaval. Un jour, une terrible tempête de poudrin bloque les enfants dans les écoles et les employés dans les bureaux.
Jean-Marie Olivier doit revenir à cheval de la ferme Crassin par les dunes. Mais l'animal arrive seul. Le corps de Jean-Marie est retrouvé gelé. C'était un proche ami de Mémé Francesa. Des souscriptions, des concours sont organisés pour venir en aide aux malheureuses victimes de ces tragédies. À cette époque, Catherine, la protégée de mes arrière-grands-parents, a repris le bar de l'encre. C'est une femme de caractère. C'est vide. Et vous, qui est-ce qui gagne? Vas-y, joue. Voilà, Catherine. Tu tiens pas la marée? C'est l'odeur de tes morues qui te donne le mal de mer? Dis donc, si je te foutais sur la tête le quart de ce que t'as bu, je pourrais remplir 50 tonneaux. T'es bien content que je la fasse tourner, ta baraque? Ta baraque. Il est encore beau. Allez, T'as le 21? Ouais, chanceux ça. Il retient une encore. Comment veux-tu que je gagne avec rien dans le gosier? C'est vrai. Eh Catherine, tu nous remets ça? Ouais. Ah bah dis donc quand même. Ouais. Et vous avez entendu, pour qu'il gagne les élections, le cordon? C'est pas la peine de voter pour lui. Je vais boire plutôt, oui. C'est bien vrai ça. Ça, je te l'avais dit. Hein. Les bonnes femmes, rien à faire dans un café. Ouais. Oh, mais arrête de râler, de toute façon. Tu sais bien que les gars sont pas pour nous. C'est pour ces pauvres gens de la tempête. Ça, c'est bien. Ah oui. Il existe une différence fondamentale entre les îles Saint-Pierre et Miquelon et les autres colonies, parce que les habitants de Saint-Pierre et Miquelon sont essentiellement d'origine française. Ils ont la même culture, une même religion et une même langue. Ils ont toujours eu des rapports très agréables et il y avait une grande solidarité entre eux. Avis à la population. Le prince Adalbert de Prusse discute le traité franco-allemand et demande l'annexion des îles Saint-Pierre et Miquelon à l'Allemagne. Les premières élections municipales ont lieu le 20 novembre 1872. Avis à la population. Mais c'est pas de possible, faites comme ça. Avis à la population. Monsieur Victor Michel Cordon est maire de la ville de Saint-Pierre. Madame, la monsieur le maire. Monsieur le maire. Eh Cordon, assieds-toi maintenant que t'es maire, t'as les moyens. Allez, desserre la ceinture et paye la tournée. À boire, à boire. Bon allez, une tournée générale. Ah, dis donc, c'est la première. Comment t'as fait pour être maire? T'as qu'à regarder les résultats. Non merci, je suis déjà malade. T'as qu'à te soigner. C'est monsieur le maire, j'en veux pas que ça tourne. Oh, tiens, prends encore la marée celle-là. Dis donc la Catherine. Un travail de laveuse de carreaux à la mairie. Ça t'intéresse? pourquoi tu veux te rincer l'œil, Cordon? Parce que t'arroses bien. Et toi, quand tu pisses, t'arroses pas? Je suis monsieur le maire quand même. Victor Michel Cordon occupera peu de temps ses fonctions. Il en sera de même pour nombre de ses successeurs. C'est au moment de la Troisième République qu'à Saint-Pierre, les choses ont vraiment changé, parce que jusque-là, Saint-Pierre était géré par une administration militaire. Ils avaient essayé à plusieurs reprises de créer une municipalité, ça leur avait été toujours refusé. Enfin, ils ont réussi à avoir des élus et des représentants qui pouvaient un peu les défendre. Une figure de Saint-Pierre et Miquelon disparaît. Il s'agit du comte de la Rancière, ancien commandant des îles. On lui doit le quai qui porte son nom, mais aussi de nombreuses initiatives en matière de salubrité publique et d'instruction publique. En cette dernière partie du XIXe siècle, les désertions sont nombreuses. Une histoire de déserteurs, bien que sordide, fera longtemps rire grands et petits. Célestin, aussi méchant que crétin. Alors qu'il est militaire, Célestin n'hésite pas à s'embarquer pour la saison avec un jeune déserteur français sur un bateau de pêche anglais. Ramène-moi cette morue. Aïe. À la fin de la campagne, le coquin hiberne à Terre-Neuve en compagnie de son copain et des pêcheurs pour qui il a travaillé. Ensemble,
ils écument les bistrots. Tournée générale. Que le rhum coule à flot. Remontés à bord, la navrante association s'engage dans une chicane de pochetron. Ils en viennent aux mains. La bagarre tourne mal. Célestin trucide les 2 patrons pêcheurs. Puis, sans état d'âme, il liquide le seul témoin de la scène, le pauvre malheureux Français. À peine est-il débarqué à Saint-Pierre. Tu as déserté. Non. Un mois de prison. L'affreux Célestin s'en tire bien. Ça me chauffe déjà les Mais joues. non content d'être méchant, Célestin est un crétin. Dès sa sortie de prison, il se montre trop bavard. J'ai fait un mois de tôle. Mais en réalité, j'en ai zigouillé 3. 3 matelots. 3 hommes. Tous les 3. Tu es 3 personnes. Et ils m'ont mis en tôle pour un mois. Célestin. Célestin. On n'a rien d'entendre. Que tu as tué 3 hommes. Rien, Alors 30 ans de prison. Non, pas ça. Non, pas encore. Cette fois, les autorités ne seront pas dupes. Et Célestin sera condamné à perpétuité. Avis à la population. Barrez-vous les enfants avant que je vous mette une mornifle. Avis à la population. Le commandant informe que selon la dépêche du 2 juillet 1880, le ministre de la Marine et des Colonies a adopté le 14 juillet comme journée commémorative de la fête nationale. Le Parlement français n'a sans doute pas pensé au Saint-Pierre en adoptant le 14 juillet comme jour de fête nationale. Car pour nous, le 15 août, voire même septembre, avec un ciel sans brume, eurent été parfaits. La rancœur pour l'anglais demeure gravée en nous, mais les rapports de voisinage évoluent. Les Saint-Pierrais sont là à cause et par la faute des Anglais. Je m'explique. Ils se sont installés à une époque où il n'y avait pas les Anglais. Ils ont été chassés par les Anglais. Ils sont revenus quand les Anglais ont accepté qu'ils reviennent. Ils sont repartis, etc. Il y a des rapports, je dirais, conflictuels avec les Anglais, mais en même temps, il y a des rapports de proximité. Ils ne peuvent pas vivre sans eux. Les Anglais sont à Terre-Neuve, et Terre-Neuve, c'est juste à côté de Saint-Pierre. Je pense qu'ils s'en méfient, mais comme ils sont obligés de vivre avec eux, ils vont faire comme les Québécois. Ils sont bilingues très rapidement. Hein. Et la langue des Saint-Pierrais, comme le joual des Québécois, emprunte de nombreux mots à l'anglais. Une première aux îles. La publication, à compter du 6 novembre 1886, d'un journal politique intitulé L'Indépendant. Il y en aura d'autres par la suite. La gazelle des îles, monsieur. À la soupe. La gazelle des îles, madame. Merci. La gazelle des îles, monsieur. À la soupe. Merci, merci, merci. La gazelle des îles, madame. À la soupe. Merci beaucoup. La gazelle des îles, monsieur. Merci. Avis à la population. Tu vas manger tout un coup de soc dans l'oignon, toi. Avis à la population. Le sieur Néel, condamné à la peine capitale, sera exécuté à la guillotine le 24 août 1889. La condamnation de Néel à la peine de mort pour son meurtre abject et crapuleux semble faire acte de justice. Mais les choses vont se compliquer dès lors qu'il s'agira de son exécution. Les autorités seront confrontées à d'épineuses questions pénales et politiques. Puis, on aura toutes les difficultés à trouver un bourreau. Enfin, son travail terminé, l'exécuteur se verra rejeté par la population. Ma mère se prénomme Ida. C'est une femme joyeuse et cultivée,
Beaucoup de Saint-Pierrais sont passés par sa classe. N'oubliez pas que nous préparons le certificat d'études. Après, je relèverai les feuilles. Un matin, j'étais allé au Cap à l'Aigle pour voir se lever le soleil du côté de la France. Là, une eau mâle formait une cascade dont le dernier bond atteignait la mer. Je m'assis au ressaut d'une roche, les pieds pendants sur la vague qui déferlait au bas de la falaise. Une jeune marinière parut dans les déclivités supérieures du Morne. Elle avait les jambes nues, quoiqu'il fît froid, et marchait parmi la rosée. Ses cheveux noirs passaient en touffe sous le mouchoir des Indes dont sa tête était entortillée. De temps en temps, elle se baissait et cueillait les feuilles d'une plante aromatique. Elle m'aperçut. Sans être effrayée, elle se vint s'asseoir à mon côté, posa son panier près d'elle et se mit comme moi, les jambes ballantes sur la mer, à regarder le soleil. Je lui dis « Que cueillez-vous là ?» Elle leva de grands yeux noirs, timide et fière. Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? C'est du thé, j'en ai cueilli pour ma mère parce qu'elle adore ça et il y en a beaucoup qui poussent ici. Que faites-vous l'hiver dans l'île? Nous tressons des filets, nous pêchons les étangs en faisant des trous dans la glace. Le dimanche, nous allons à la messe et aux vêpres où nous chantons des cantiques. Votre père va bientôt revenir? Oh oui, au retour des pêcheurs. Il m'apportera dans sa pacotille un jupon de mousseline et un collier noir. Voulez-vous que je vous envoie un corset de soie? Oh non. François-René de Chateaubriand. Je relève les feuilles. Je n'étais pas né en 1892, mais ma mère m'a raconté que lorsque les phonographes ont fait leur apparition à Saint-Pierre, mon père a vidé sa bourse pour pouvoir en ramener un à la maison. Mes parents sont déjà la 3e génération de Mahé à Saint-Pierre. J'ai une surprise pour toi. Ça va te plaire. Un instant. Et garde bien les yeux fermés. Tu vas voir. Approche. Ouvre les yeux et regarde. Gaël! Oh mais tu es fou, Gaël! Bon anniversaire, Ida. Oh, C'est pas tout. Écoute. extraordinaire! Toute une ville, le cœur à l'encre, roche grisée, port qui s'échancre, graves perlés de rêverie, témoins du temps, des pêcheries. Il en danserait toute la nuit. Jusqu'à l'aube. Le début du XXe siècle est une période de forte tension religieuse et politique. La loi sur la séparation de l'Église et de l'État a provoqué beaucoup de dissensions partout en France, mais aussi évidemment à Saint-Pierre. L'Église fut livrée aux flammes en 1902 et le palais de justice qui était proche a été aussi complètement détruit par l'incendie. Et en fait, c'était très symbolique parce qu'en quelques heures, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ont été réduits en cendres. Malgré l'opposition du maire, Marie Lefebvre, les pères de Ploërmel qui enseignaient à Saint-Pierre depuis de nombreuses années ont été déportés brutalement de Saint-Pierre. Il n'y a rien eu à faire, ils n'ont pas réussi et la population a été bouleversée parce qu'ils étaient très attachés à la religion et à leurs frères. Donc ça a été un bouleversement. C'est aussi le début d'une crise économique sans précédent, suivie d'un exode massif de la population. En 1902, l'archipel était peuplé de plus de 6000 habitants. 4 ans plus tard, 2000 habitants étaient partis. C'est sûr que l'attitude de Terre-Neuve qui a empêché
les Saint-Pierrais et les Malouins de s'approvisionner en appât pour la morue, en créant la loi de l'appât. Ça n'a pas arrangé les choses. Saint-Pierre a été victime aussi de certains tarifs douaniers établis par les Français. Il y a peut-être aussi un recul de la consommation de la morue. Et puis alors, il y a eu un phénomène très grave en l'espace de 3-4 ans. Près de 70 goélettes saint-pierraises ont fait naufrage. Et puis c'est peut-être lié à une domination politique locale. 1902 et les années suivantes, il y a une famille qui domine l'archipel, la famille Légas. Légas, il est maire de Miquelon, il est président d'une société d'armement qui s'appelle la Morue Française. Il représente Saint-Pierre et Miquelon au Conseil des colonies. Il a un frère qui domine la vie religieuse, un autre qui s'occupe des frigorifiques. Moi, je me demande si la mainmise de cette famille sur l'archipel autour de ces années-là n'a pas été un élément d'affaiblissement. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, un certain nombre de Saint-Pierre s'en vont, je ne sais pas. Mais on a là 10 années difficiles. Et, en 1906, les tensions demeurent. Merci. Le deuxième, madame. Merci. Édition du 13 janvier. La population solidaire des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny a défilé dans les rues. La rue demande l'arrêt des poursuites contre le Hors et Vieillot et manifeste en faveur de la liberté de l'enseignement. Cette fois, la population est plongée dans l'effroi. Le tocsin saigne dans les villes et villages de France. Hier, les Allemands ont envahi la Belgique par Aix-la-Chapelle. Le contingent partira pour la France sur le paquebot Chicago. Léon Landry, mon ami réformé à Saint-Pierre, s'est embarqué à ses frais pour s'engager en France. J'admire son patriotisme. L'administrateur par intérim des îles de Saint-Pierre et Miquelon se précipite pour appliquer les ordres de mobilisation. Il envoie 2 navires sur les bancs de pêche pour intimer l'ordre aux hommes de rejoindre la métropole sans tarder. Des contrôles arrivent. Mais il est trop tard. La plupart sont en route pour la France. L'administrateur tente de forcer mes camarades et moi à repartir en pêche. Nous refusons. Nous voulons aller nous battre. La situation à Saint-Pierre est assez triste parce que les bateaux désarmés sont abandonnés dans le bar à Choix. Les bateaux ne viennent plus de France non plus sur le vent. La grande pêche est arrêtée. Malgré tout, c'est quand même les Saint-Pierre et Miquelonnais se réjouissent parce que pour la première fois depuis 100 ans, les îles Saint-Pierre et Miquelon sont restées françaises. Elles ont réussi à échapper à la mainmise des Anglais et c'est une grande victoire quelque part. Ma chère Élise, il m'est impossible d'écrire à chacun. Alors, je te charge de faire passer cette lettre à ceux que j'aime et grâce à qui je trouve le courage de combattre. La vérité que j'ai à vous dire, c'est que j'ai manqué de me faire zigouiller dès mon arrivée dans les tranchées. Les premiers jours, j'avais à moitié peur du bruit des canons. Mais maintenant, je me moque de ces obus allemands qui nous sifflent aux oreilles. Ils ne pourront jamais m'atteindre. Je vous assure que tout n'est pas rose par ici. Il gèle et la soupe est triste. On est 3 Saint-Pierrais ensemble. Lorsque le combat se calme, on en profite pour causer de notre enfance et du cher pays. La chasse au lapin, le bal, les filles. On rigole un peu pour oublier la mort à côté de nous. Louis et François vous envoient le bonjour. Ils sont comme moi, en bonne santé. Comptez sur nous. Nous vaincrons et je reviendrai sous peu. Mais si par hasard, il m'arrivait malheur, soyez sûr que je mourrai heureux d'avoir combattu pour la liberté.
votre petit combattant, Ronan.